On va voir comment notre vie est vraiment gouvernée par la peur. Et je pense qu'on a eu un exemple tous, il n'y a pas très longtemps, en 2019, lorsque la Covid est apparue. Et on a pu voir vraiment à quel point les gens sont très peu sereins. Et à quel point on était prêt. Je passe sur tout ce qui a pu se passer. Mais ça montre à quel point l'être humain est extraordinairement vulnérable, extraordinairement manipulable aussi à cause de la peur. Et on va voir que beaucoup de vies, malheureusement, beaucoup de vies se construisent autour de la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Regardez dans les relations de manipulateurs, manipulés. En fait, c'est la peur qui gouverne, autant du côté du manipulé que du manipulateur. On va voir qu'on va choisir très souvent notre activité professionnelle par la crainte du manque de sécurité, donc toujours la peur de l'insécurité, le choix de nos partenaires. Enfin, on va voir à quel point tout est... Et aujourd'hui, plus encore, parce qu'avec ce qui se passe, la crise, c'est pas la première qu'on traverse, hein, je pense qu'il y en aura certainement encore beaucoup d'autres. Je pense que la pire des crises aujourd'hui, c'est la crise planétaire au niveau de l'écologie, qui est extraordinairement gravissime, qui risque d'emporter une partie de l'humanité, en tout cas, si on se réveille pas bien vite. Mais... avoir peur ne sert à rien, ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer dans l'existence. D'ailleurs, c'est une question que vous devez vous poser. Je vais déjà tout de suite vous donner une clé. Vous voyez, je suis très généreux. Mais posez-vous, et c'est vraiment fondamental, parce que, alors peut-être que tout de suite, vous allez avoir des réactions à ce que je vais vous dire, mais prenez le temps de méditer. Est-ce que la peur va empêcher les choses que vous redoutez d'arriver ? Est-ce que le fait d'avoir peur de la maladie va empêcher la maladie d'arriver ? Est-ce que le peur d'avoir un accident peut empêcher l'accident ? C'est même plutôt l'inverse. C'est peut-être qu'en vous libérant de la peur, vous serez beaucoup plus serein et vous serez un peu plus attentif à ce que vous faites. Et regardez dans tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, chaque fois par rapport à des peurs que vous avez pu avoir, est-ce qu'un seul instant, la peur a empêché la situation d'arriver? Est-ce que la peur va vous empêcher de voir l'autre partir? Est-ce que et on pourrait citer tous les exemples comme ça, et on voit à quel point la peur, c'est la peur elle-même qui est un véritable obstacle. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez pas peur? Eh bien, vous pourriez agir de manière appropriée. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en cabinet, j'étais 20 ans en cabinet, je suis intervenu pour des hôpitaux, j'ai été même consultant à France 3, mais j'intervenais aussi dans les écoles à une époque où on autorisait encore ce genre de choses. Vous voyez, la peur aujourd'hui fait que on a interdit la méditation dans les écoles. Et alors peut-être qu'évidemment ça a besoin d'être cadré, ça me paraît naturel, mais tout de suite on préfère interdire. Interdire, ça nous évite de regarder. On se dit, bon, ça c'est pas bon, on jette. Allez, hop. Mais on va pas examiner de plus près, de voir ce qui peut être bon dans ce qu'on fait et la manière de le conduire. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, à une époque où on n'avait pas encore trop peur de ce genre de démarche, parce que je vois, les peurs sont présentes partout. Maintenant, on met des peurs partout. Vous savez, avant, on n'osait pas parler de méditation. Quand j'ai commencé en 87, on parlait pas de méditation parce que ça posait des problèmes. Les gens avaient tout de suite, les sectes avaient vraiment très peur. Maintenant, là, la science parle de plus en plus de la méditation, donc on commence un petit peu à s'ouvrir. Mais maintenant, on a peur. On soupçonne maintenant la pleine conscience d'être une dérive sectaire. Donc maintenant, on a peur. On a peur de tout. On a peur des mots aussi. On a peur des mots qu'on emploie. On a peur. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Sinon, les gens ils vous regardent d'un air bizarre. Ils disent oui, mais il a dit ça, lui. Mais on va pas chercher quelle signification avait ce mot pour lui. Mais peu importe, il a dit un mot qui plaît pas. Et vous allez dans un autre pays, vous pouvez parfaitement dire ces choses-là. Mais voilà, ça change. Donc, vous voyez à quel point ça, à un moment, ça nous entraîne vers l'absurdité. Donc, je reviens à mon exemple. On m'avait demandé d'intervenir dans une école pour faire une préparation aux examens pour les élèves. Et donc, alors souvent dans ce genre de démarche, on dit aux gens de faire de la visualisation, de se voir en train de réussir. Mais moi, je trouve que ça marche pas, ce genre de choses. Parce que si ce que vous redoutez arrive, vous allez être complètement désarçonné et vous aurez beau visualiser. C'est une chose, mais si en arrière-plan, il y a des craintes, il y a des genres de choses, ça les désamorce pas.
Donc, moi, ce que je faisais, au contraire, je demandais à tous ces élèves qui allaient préparer leur examen, je leur disais, au moment de l'examen, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Qu'est-ce que vous redoutez le plus qui arrive? Et je disais, soyez honnête, vraiment, osez. Et puis je leur ai demandé de l'écrire. Donc ils ont commencé à écrire. Et il y en a qui avaient même du mal de l'écrire parce qu'ils avaient l'impression que l'écrire, c'était un peu réveiller la peur. Et je leur disais, mais allez-y. Et puis, je leur ai demandé, alors voilà, qu'est-ce qui vous fait peur? Donc il y a une personne, par exemple, un jeune qui dit comme ça, alors moi ce que je redoute le plus, c'est de tomber sur une question à laquelle j'aurais pas de réponse. Moi je vais perdre complètement mes moyens, je ne saurais plus quoi répondre, etc. Donc je lui dis, ok, d'accord, tu as peur de ça. Alors imaginons Maxence que ça arrive. Bon, j'ai vu, il était pas bien, il disait, oui mais non, je veux pas. Et c'est ça notre attitude, c'est qu'on veut pas que ça arrive. Mais encore une fois, est-ce que la peur va empêcher que ça arrive? Qu'est-ce qui dit que cet enfant va pas tomber sur une question à laquelle il n'a pas la réponse? Donc, il faut envisager toutes les possibilités. Donc, je lui ai dit, maintenant, essayez d'imaginer. Là, tu n'es pas à ton examen. Donc, tu peux prendre le temps de réfléchir tranquillement à ce que tu pourrais faire, à quelle réponse tu pourrais donner à cette situation si ça arrivait. Bon, il était un peu dans l'émotion. Et puis, je l'ai laissé, on a passé à d'autres. Puis, je suis revenu vers lui, je lui ai dit, alors, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Et puis en fait, il n'avait pas pensé, mais il s'est dit, mais c'est vrai, en fait, je pourrais tout simplement continuer à répondre aux autres questions auxquelles je pourrais avoir réponse. Je lui dis voilà, et je pourrais éventuellement revenir sur celle-là. Je lui dis voilà, mais si tu étais arrivé à l'examen sans préparation, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, tu serais paralysé. Et ça t'aurait bloqué pour le reste de l'examen. Donc vous voyez, c'est une façon d'anticiper un événement, une peur. Parce qu'on part du principe, nous on se dit, je veux plus aussi, il y a aussi ce problème, c'est que on ne veut plus ressentir de peur. Je veux plus ressentir ces peurs. Mais non, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir cette peur. La question, c'est d'apprendre à être à l'aise avec ce que vous ressentez, d'apprendre à être à l'aise avec la peur, pour justement que cette peur ne vous désarçonne plus. Alors, les peurs sont extraordinairement vastes. La peur de la maladie, la peur de mourir, la peur d'être abandonné, la peur du qu'en dira-t-on, la peur... Il y en a tellement. On pourrait écrire des dictionnaires entiers de toutes les peurs qui existent, qui prennent des formes d'anxiété, d'angoisse, de phobie, etc. Parce que bon, on a beau appeler ça phobie, il faut bien reconnaître que derrière, c'est une peur. Et même si on dit c'est une peur irrationnelle, ça change strictement rien, ça reste toujours une peur. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment de méditer et d'avoir conscience que de toute façon, la peur n'empêchera pas, comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Et la peur n'empêche pas les choses que vous redoutez d'arriver. Donc la question, c'est de se dire à un moment, eh bien, il convient, c'est non pas d'affronter vos peurs, parce que ce ne sont pas vos peurs que vous devez affronter. C'est au contraire, c'est d'affronter ce que vous redoutez. Donc, par exemple, cet enfant qui redoutait eh bien, il a affronté sa peur. Il s'est dit, bon, ok, d'accord, ça arrive. Non, il n'a pas affronté sa peur, oui, justement. Il a affronté la situation en se disant, bon, qu'est-ce que je fais de cette situation? Qu'est-ce que je fais face à cette situation? Et vous pouvez vous amuser à décortiquer. Mais il y a un problème. C'est qu'on a beaucoup de mal à avoir du recul par rapport à nos émotions. Et ça, c'est vraiment l'obstacle, parce qu'on est tellement identifié à nos peurs, à nos émotions. Comment faire pour arriver à s'en défaire? Et c'est là qu'est toute la démarche, puisque je suis là pour vous parler d'une démarche que j'enseigne depuis 35 ans. C'était clairement inscrit quand vous êtes inscrit sur le site. Donc et on va voir comment on va faire. Parce qu'on pourrait parler de toutes ces peurs, les prendre les unes après les autres, mais on va y passer des jours entiers, et ça va pas résoudre votre problème. Je me souviens un jour, c'est Dalai Lama qui disait, à propos de la mort, il disait, pourquoi je devrais redouter quelque chose qui de toute façon va arriver, auquel je ne peux pas me soustraire. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien que je m'angoisse pour quelque chose qui de toute façon va arriver. Alors souvent les gens, ils essaient de tourner autour en disant, ouais, moi en fait c'est pas la mort dont j'ai peur, moi c'est la mort des autres. Je dis, mais c'est pareil. Si vous étiez serein avec la mort, vous seriez à l'aise avec
l'idée que les autres aussi ils vont mourir. Il n'y a pas que vous qui allez mourir, les autres aussi, vos proches, vos amis, tout le monde va mourir. C'est un fait. Bon, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat avec ça, parce que ça me rappelle un sage que j'ai rencontré, parce que vous savez peut-être pas, mais j'ai passé beaucoup de temps avec des sages de différentes traditions, et notamment un grand maître du nom de Shimenzi Rinpoche que j'ai fréquenté pendant 15 ans. Et puis il y avait un sage que j'ai rencontré qui commençait toujours ses enseignements en disant toujours « Nous sommes tous en train de mourir ». Puis il éclatait de rire. Parce qu'en Occident, ça fait pas rire quand on parle de la mort, on n'est vraiment pas à l'aise du tout avec le sujet, c'est vraiment quelque chose de très tabou. Donc on n'en parle pas. Nous, entre l'équipe, ça va, on en parle, on est tout à fait à l'aise. Dans les stages, on en parle, parce que c'est un fait de la vie, c'est pas un malheur, c'est un fait de la vie. C'est inscrit depuis la nuit des temps, depuis que nous existons, on continue à mourir. Et comme disait Dalai Lama, si vous inquiétez pour votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Donc, et 100% des personnes qui sont mortes, elles ont réussi leur passage. Donc, vous inquiétez pas, vous réussirez. Mais j'essaie d'amener un peu de légèreté dans un sujet qui est très très lourd dans une culture. Et je sais que peut-être parmi vous, vous avez vécu des deuils. Et je compatis, et je sais, parce que moi aussi j'ai vécu de nombreux deuils. Vous imaginez bien qu'à mon âge, on commence à en voir de plus, de plus en plus. Et donc, mais c'est là où c'est important vraiment de pouvoir être à l'aise. Mais bon, je vais mettre un peu de côté pour pas trop alourdir chez certaines personnes le sujet, parce que sinon il y en a qui vont partir et on dit waouh, Bruno, il prend ça avec tellement de légèreté. Croyez-moi, je prends ça pas ça du tout, au contraire, je prends ça avec beaucoup de sérieux. Mais ça me rappelle cette phrase qui disait ne vous prenez pas trop au sérieux, de toute façon, vous ne vous en sortirez pas vivant. Je ne sais plus de quel auteur c'est, mais c'est important d'avoir cette hauteur. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'on peut acquérir de la hauteur. D'ailleurs, moi-même, j'ai assisté plusieurs fois, c'est pas que je suis mort, mais c'était, on m'a annoncé, c'était en 2015, j'étais à l'hôpital, on m'a dit, bon bah écoutez, il vous reste plus que 2 jours à vivre. Bon, bah écoutez, si ça vous dérange pas, je vais rentrer chez moi. Et bon, mais finalement, il s'avère que la mort ne voulait pas de moi, donc je suis toujours là et je suis en train de vous parler. Voilà, donc la première chose, c'est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ses propres émotions, et ici, notamment, de la mort. Dans notre culture, moi, personnellement, je me rends compte, et c'est pour ça que j'étais en quête très jeune, dès l'âge de 13 ans, j'ai découvert la méditation. Au début, c'était un peu en autodidacte, je me débrouillais avec les moyens du bord, je bouquinais, j'essayais de savoir, parce que je trouvais que les gens autour de moi n'étaient pas très heureux, puis moi aussi, je connaissais la souffrance, c'était pas vraiment la joie, donc je me suis dit... bon, si c'est ça la vie, moi j'ai pas trop envie de continuer, donc il doit certainement y avoir un sens. Donc je me suis mis à creuser la question. Alors j'ai vécu toutes sortes de choses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est pas du tout pour que vous l'achetiez, hein, mais j'ai écrit mon histoire parce que je voulais témoigner. C'est plus un ouvrage témoignage qui s'appelle Quand la vague réalise quel est l'océan. Et je voulais partager cette expérience parce que je voulais montrer qu'à partir d'un point de départ qui peut être même particulièrement difficile, lourd, eh bien on peut aller vers une vie vraiment et authentiquement heureuse. Et donc j'ai creusé la question, je me suis posé des tas de questions. Après j'ai étudié la psychologie, mais dans la psychologie, alors c'était intéressant. Je ne vais pas tout rejeter, mais il y avait des choses intéressantes. Mais c'est vraiment quand j'ai rencontré tous ces sages. De toutes ces traditions indiennes, tibétaines, occidentales aussi, qui étaient des êtres extraordinaires, vraiment d'une sérénité, notamment quand Shimenzi Rinpoche, quand j'ai rencontré, il incarnait vraiment cette tranquillité. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux réaliser. Moi, s'il me l'air, on a l'impression que, je sais pas, il y a une bombe atomique qui tombe sur ses pieds, lui, il va continuer à boire son thé. Et je me suis dit, mais il a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. Et je voulais vraiment comprendre comment on arrive à ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que toutes ces personnes, en fait, elles avaient un esprit entraîné. Nous, notre esprit, il est un peu sauvage. C'est-à-dire qu'on suit nos pensées, on suit nos émotions, on va dans tous les sens. Et le problème, c'est que ça engendre beaucoup de souffrance. Et d'autant plus qu'on accentue aujourd'hui, avec nos modes de vie, on favorise cette dispersion. On fragmente la personnalité. Vous savez que quand j'ai étudié la psychologie, c'était dans les années 80, je crois 83, quelque chose comme ça, on recensait à peu près, on considérait que 6% de la population souffrait de maladies mentales.
Moi, je trouvais ça déjà énorme. Et une étude récente, je ne sais plus laquelle, parce que bon, maintenant, il faut donner toutes ces sources, mais bon, j'étais tombé dessus, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, et qui disait que cette étude disait, dans les mêmes conditions à peu près, on était à 25% de maladies mentales, un quart de la population. Je me suis dit, c'est inquiétant quand même. Et aujourd'hui, malheureusement, les hôpitaux psychiatriques sont pleins à craquer. Il y a beaucoup de souffrance, et je pense que c'est dû à un manque de repères. Tous nos repères sont à l'extérieur. Et comme l'extérieur change, tout se transforme. Eh bien, et comme tout est en train un peu de s'effondrer, eh bien, je pense que les gens vivent un grand désespoir. Parce que on n'a aucun repère qui est vraiment solide. On s'aperçoit que tout est en train de changer, on est en train de vivre une période extraordinaire d'incertitude. Et si on n'a pas conscience de nos vrais potentiels, de pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, si on continue à dépendre de l'extérieur, des conditions extérieures, mais des autres, eh bien on est dans ce qu'on appelle des relations dépendantes avec l'extérieur. Regardez, des personnes, on les licencie, elles sont complètement effondrées parce que pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles ont du potentiel en elles. Elles ont la capacité d'apprendre. Moi, j'ai vu des personnes à un âge avancé recommencer toute leur vie et de se réorienter parce qu'elles avaient suffisamment confiance en elles avaient suffisamment conscience de leurs ressources et de leurs capacités. Et c'est ça qui manque dans les cultures. On est complètement en perte de repères. Et moi, ces repères, je les avais pas non plus, et donc je les ai cherchés. Et je les ai cherchés chez des personnes qui incarnaient ces valeurs de paix, ces valeurs de sérénité, ces valeurs d'altruisme aussi, parce que on se rend compte que le bonheur, on ne le trouve pas dans l'agressivité, dans la haine, dans tous ces sentiments négatifs. Et on voit à quel point on va en parler parce que cette bienveillance est quelque chose. Et il y a eu aussi des études qui ont été faites là-dessus. On s'est rendu compte à quel point les sentiments, les émotions négatives nous affaiblissent et grèvent notre santé. Et combien, au contraire, les sentiments positifs de bienveillance, d'amour, les sentiments altruistes, eh bien, nous donnent plus d'énergie, plus de force, plus d'allant, plus d'audace aussi. Et c'est un rempart contre la peur. Alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on cultive ça. C'est très important, parce que la peur, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rend extrêmement manipulables, extrêmement vulnérables, extrêmement sensibles aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles aussi, parce il y a plus, je pense qu'il faut, c'est devenu indispensable. Donc on va maintenant parler de cet entraînement de l'esprit qui est tellement indispensable, parce que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas du tout, comme on dit aujourd'hui, on a l'impression que, quand on parle de la pleine conscience, que c'est ça la méditation. Mais c'est pas ça la méditation. Moi j'ai étudié de très nombreuses traditions. Vous savez que la méditation existe depuis 4000 ans. Bien avant le Bouddha. Et Bouddha, évidemment, a révélé vraiment ces démarches. Et quand on commence à étudier la question, on se rend compte que la méditation, c'est quelque chose d'extraordinairement complet. C'est pas juste regarder le nombril, d'être attentif, d'être juste là, dans l'instant. Ça reste très limité en réalité. Et je vois beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs dans mes stages ou dans mes cours, qui me disent, mais moi j'ai fait de la pleine conscience. Alors bon, c'est bien, mais voilà, ça fait... ils disent, bon, tant que je pratique, tant que je suis là, ça va, je suis tranquille, mais bon, dehors, c'est le bazar, quoi. Je suis toujours aussi vulnérable, je me laisse emporter, donc ça apporte un moment de tranquillité, peut-être, mais ça reste encore très limité. Et puis aujourd'hui, évidemment, et parfois, à juste titre, c'est décrié, parce que, vous voyez, on rencontre avec la méditation le même problème qu'avec le yoga. Parce que dans le yoga, on ne se rend pas compte que le yoga, il y a des milliers de yogas. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un sage qui connaissait, mais il avait une connaissance sur les yogas, c'était impressionnant. Et il disait, mais il y a des milliers de yogas. Et il disait, tous ces yogas, toutes ces formes de yoga, se sont créées dans un contexte particulier, et c'était approprié au contexte dans lequel il se trouvait, aux personnes avec lesquelles il se trouvait. Et nous, on a sorti ça de son contexte, on l'a amené sans forcément le traduire. Alors il y a des choses qui sont très bonnes, hein, je ne suis pas en train de critiquer le yoga, il y a des choses qui sont extrêmement positives, où il y a des gens qui l'ont fait avec beaucoup d'intelligence, mais surtout l'erreur, c'est de prendre une partie d'un tout et d'en faire
une technique à part entière. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la méditation pleine conscience. C'est qu'on a extrait une partie et on focalise là-dessus, on se dit, ouais, mais non, parce qu'il manque tout le reste. Et on va voir ce que c'est exactement tout le reste. Parce que ça, c'est fondamental. Et quand vous avez tout l'ensemble, mais il y a un autre problème. C'est justement, je disais, les Tibétains, les Indiens pratiquent la méditation depuis des millénaires. Nous, ça fait quelques décennies qu'on découvre la méditation. Donc on tâtonne, et puis aujourd'hui, c'est un peu, parfois, il faut reconnaître que c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu light, c'est dans la pratique. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent enseignants de méditation, alors que ça fait quelques semaines qu'ils pratiquent, et puis ils transmettent déjà. Moi, j'avais honte quand je me suis retrouvé, je voulais pas enseigner, pourtant ça faisait pas mal d'années que je pratiquais, ça faisait près de 20 ans, mais je voulais pas enseigner parce que je me sentais pas légitime. Mais c'est une personne qui m'a dit, écoute, voilà, avec toutes tes connaissances, est-ce que tu pourrais aider cette personne, ça lui ferait du bien. Et donc j'ai accompagné ces personnes pendant un temps, et puis je pensais arrêter là, et puis ces personnes, le problème c'est qu'elles m'envoyaient du monde, elle avait un réseau énorme, et je me suis retrouvé avec un cabinet malgré moi. Donc voilà, et donc je suis là avec vous, maintenant je transmets, puis c'est vrai que il y a tout le bonheur de partager, de transmettre ces connaissances. Donc il y a une traduction qui est nécessaire par rapport à ces techniques. Moi, j'ai étudié beaucoup, pratiqué beaucoup aussi. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation. Et donc, on s'invente pas comme ça. Mais même encore aujourd'hui, je trouve un débutant, même s'ils avaient 50 ans que je pratique, mais même Dalai Lama, moi j'étais épaté de l'entendre. Il avait 60 ans, il disait, mais je cherche ma voie à tâtons. Je me dis, mais alors ça va, je peux me détendre. Et donc c'est important d'avoir cette humilité, de ne pas se croire plus avancé, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens s'inquiètent, parce qu'il y a beaucoup de gourous, et puis c'est vrai qu'il y en a pas mal aujourd'hui, et puis des fois, ils sont très connus. C'est pas parce que on a cette curiosité étonnante en Occident, c'est que si la personne a écrit des livres, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire des livres, les gens me regardaient plus de la même façon. J'ai dit, mais attendez, c'est toujours moi, c'est pas, il y a rien de changé, ça vaut rien, c'est juste des mots sur un bout de papier, quoi. C'est pas, on va pas faire non plus une histoire. Il y a plein de gens qui écrivent des livres, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux ou que c'est des gens particulièrement exceptionnels. Et puis ces personnes qui se prennent très très au sérieux, passent à la télé, et puis voilà, ils parlent de la méditation, et moi quand je vois Dalai Lama qui rit tout le temps, qui se bidonne comme un fondu, je me suis dit, lui au moins il a l'air de, la pratique pour lui ça a l'air de marcher, puisqu'on parle de bonheur, on parle de joie. Et quand je vois ces gens très sérieux, très solennels, quand ils pratiquent la méditation, je me suis dit, il doit manquer un petit truc là, ça devrait être un peu plus décontracté quand même. Donc voilà, et c'est ça le signe qu'il y a la peur est absente, parce que on rit pas quand on a peur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a peur qui rit, ou alors il rit jaune. C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Donc l'entraînement de l'esprit. Première chose, évidemment. En fait, on parle plutôt d'attention, non pas de pleine conscience. À l'origine, on parlait d'attention. Parce que l'attention, c'est une faculté que vous possédez tous. C'est inhérent à la nature humaine. Vous prêtez de l'attention à vos proches, vous prêtez de l'attention aux objets qui sont autour de vous. De temps en temps, ça vous arrive, je ne parle pas d'égocentrisme, vous prêtez de l'attention. Si je vous dis, par exemple, faites attention à votre bras gauche, vous allez amener votre attention sur votre bras gauche. Et ce qui est intéressant dans l'attention, il y a une notion de bienveillance, qui malheureusement est souvent absente dans la pleine conscience. On n'en parle pas, ou très peu. Il y a certains auteurs en parlent, mais pas tous. Et ça donne une pratique un petit peu froide. Alors que c'est pourtant une grande sage, Pema Chodron, qui disait « La méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même. C'est devenir un ami. Vous allez devenir un ami pour vous. » Parce que dans l'attention, il y a une notion de bienveillance. Quand vous prêtez de l'attention à un ami, je sais pas, il est malade, ou c'est passé un moment difficile, vous lui prêtez de l'attention, ou juste même simplement d'être avec lui, vous lui prêtez de l'attention. Et c'est de la bienveillance. Vous êtes attentif, vous lui voulez pas de mal, vous n'avez pas envie de lui faire du tort, vous êtes juste là, comme un ami, avec. Eh bien, vous allez apprendre à être un ami pour vous. Vous allez apprendre à être là pour vous. Et ça, c'est très important. Quand j'ai fréquenté les bouddhistes, j'ai fréquenté quand même pendant 15 ans, donc je les connais un tout petit peu. Très peu, mais quand même un petit peu. Et j'ai vu avec eux, en fait, dès le plus jeune âge, on apprend à l'enfant à être bon pour lui. Ce qui n'a rien à voir avec le narcissisme. Le narcissisme,
En fait, c'est pas qu'on se regarde forcément dans la glace, mais on est tout le temps en train de se préoccuper de ce que les autres vont penser de nous. Enfin, tout tourne autour de nous, quoi, finalement. C'est ça, égocentré. Voilà, c'est juste nous. C'est moi. Et je suis la personne la plus importante au monde. Et il faut que tout le monde me regarde, il faut que tout le monde fasse attention. Et le problème, c'est qu'on dépend complètement de l'approbation, de la désapprobation des autres. Et on est tout le temps en train de se préoccuper de l'image qu'on veut donner aux autres. On se préoccupe de soi. On ne s'occupe pas de soi, on se préoccupe de soi. C'est pas la même chose. Dans la préoccupation, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, pourvu que les gens continuent à m'aimer, etc. Alors que quand vous vous occupez de vous, bien vous prenez soin de vous. Il n'y a pas de peur. Et là, vous prenez soin de vous. Et c'est ce que vous allez faire avec cette démarche. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous prêter de l'attention. Le premier niveau, c'est 7 semaines où vous n'allez faire que ça. Vous allez apprendre. Et quel effet ça va avoir sur vous? Eh bien, des effets extraordinairement bénéfiques. D'abord, vous allez changer le rapport que vous avez avec vous-même. Vous allez, comme je viens de le dire, vous allez devenir bienveillant à l'égard de vous-même. Et surtout, cette pratique, elle se fait dans le plaisir. Parce que dans notre culture, on a tendance à associer effort et contrainte. C'est pour ça que parfois, quand je disais aux personnes, ils me disent, mais il faut pratiquer combien de fois? Je dis au moins une fois par jour. Oh, monsieur, une fois par jour, vous vous rendez compte? Les gens, mais si je commence à dire aux gens, oui, mais en fait, vous allez vous accorder 15-20 minutes de plaisir par jour. Ah oui, d'accord, alors comme ça, effectivement. Mais parce que nous, dans notre esprit, faire un effort, c'est se contraindre. Alors que, moi j'ai découvert avec les bouddhistes, je trouvais ça extraordinaire, ils parlent de l'effort joyeux. Vous allez pratiquer un effort joyeux. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous accorder du plaisir pendant 20 minutes. Vous allez prendre soin de vous, encore une fois. Et qui mieux qu'une personne qui prend soin d'elle peut prendre soin des autres? Parce que vous commencez à avoir un rapport bienveillant à votre égard. Et si vous voulez que les autres vous respectent, il faut commencer à vous respecter vous-même. Si vous voulez que les autres vous aiment, il faut commencer à vous aimer vous-même. Et c'est ça, l'amour. C'est pas se prendre dans les bras, se regarder, se mirer dans la glace, se dire, voilà. Bon, vous pouvez vous dire des mots doux si vous voulez. Ça peut aider, mais c'est surtout se prêter de l'attention. Comme je dis souvent aux personnes, quand elles pratiquent, c'est court, je leur dis, mais si vous êtes capable de vous accorder un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça veut dire que vous prenez enfin en considération. Vous commencez à vous occuper de vous. Et là, vous pouvez reconnaître enfin votre valeur. Donc là, c'est tout à fait une attitude parfaitement saine, bienveillante à l'égard de vous-même. Ça, c'est fondamental. Et ça va se répercuter dans tous vos actes, dans tout ce que vous faites. Ça va se répercuter sur votre santé, forcément. Parce que si vous n'êtes plus dans la tension, mais dans l'attention, dans la bienveillance à votre égard, ça va changer beaucoup de choses. Votre corps va se détendre, vous allez vous détendre aussi. Donc, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et alors aujourd'hui, on sait, je sais pas, parce qu'il y a suffisamment de publications scientifiques sur le sujet, qui parlent des effets sur la santé de ce genre de pratiques. Mais de manière globale, ça va vous apporter plus de tranquillité, plus de sérénité, ça va pacifier vos émotions, ça va vous aider à prendre du recul, parce que qu'est-ce qui se passe quand on entraîne cette forme d'attention? Eh bien, on acquiert plus de présence. Vous revenez, alors certains parlent de l'instant présent. Bon, ça aussi c'est un concept, mais on ramène l'attention là où on est. Ça, c'est plus juste de dire là où on est. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre l'instant présent, vous ne pouvez vivre que des instants de conscience. C'est pas du tout la même chose. C'est le reste, c'est juste des concepts. C'est pas parce que c'est amusant. Vous prenez la notion de présent. Mais à quel moment on est dans le présent? Ça veut rien dire du tout. Le présent, il a déjà changé. Donc, c'est à quel moment? Quand vous voyez, en fait, en réalité, et un pratiquant le voit tout de suite. Et c'est comme ça que je vois si les gens ils pratiquent vraiment la méditation. Ils ne parlent plus d'instant présent. Parce qu'ils disent, mais en fait, on ne peut vivre que des instants de conscience. On est là ou on n'est pas là. On est présent. Je ne parle pas d'être dans le présent, d'être présent, d'amener cette présence. Et cette présence, vous allez l'amener en vous-même. Et vous allez devenir quelqu'un de beaucoup plus présent, présent pour les autres, présent pour vous. Donc tout ça va participer à votre bien-être et votre bonheur. Donc ça, c'est cette semaine de cours. On va ramener l'attention sur le corps, parce que le corps, lui, il est là. Il est pas hier, il est pas demain, il est là. On va s'appuyer sur les pensées aussi. On va voir comment avoir ce détachement sain par rapport à soi-même.
Et puis, on va continuer à approfondir en s'appuyant sur le corps, sur certains processus mentaux, mais aussi, vous allez découvrir la capacité qu'a la conscience de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça vous donne un recul extraordinaire par rapport à votre vie en général. Et souvent, les gens, quand ils pratiquent cette technique, ils disent « Mais waouh, c'est génial, ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de hauteur. » Et là, si on s'arrêtait là, ça suffira pas. Vous avez besoin d'autres clés. Pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont vos aspirations, vous aspirez au bonheur, ce qui est tout à fait légitime, vous aspirez une vie heureuse, épanouissante, puis vous avez plein d'autres aspirations aussi qui peuvent meubler votre existence. Et puis, il y a un moteur qui tire en arrière. Ce moteur qui tire en arrière, eh bien, ce sont vos peurs, vos doutes, vos a priori, la culpabilité aussi, tous vos préjugés, vos vues fausses, et tout ça qui vous empêche d'avancer. Donc vous êtes tiraillé, vous êtes vraiment comme ces voitures à 2 moteurs, moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière, vous faites un pas en avant, vous en faites 2 en arrière, et vous avez l'impression de ne pas avancer, parce que la peur paralyse. Et puis toutes ces contre-motivations aussi vous empêchent d'avancer. Et donc là, c'est là où on va aborder, ça c'est le 2e niveau de la démarche, qui va vous donner des clés pour vous débarrasser justement de ce moteur qui vous empêche, qui vous tire en arrière, et surtout même d'apprendre à l'utiliser, parce que ce sont aussi des forces, on verra comment faire, et de donner de la puissance à ce moteur qui vous pousse en avant. Donc, et ça, ce sont autant de clés, et vous en allez voir 12 par exemple. Je vais vous donner la première. On va aller accentuer ce qu'on a vu dans le premier niveau, c'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à ses émotions. Ça nous arrive tous, on a des sauts d'humeur, on se laisse emporter, on a eu un moment malheureux, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se juge la plupart du temps, on s'en veut. Ou alors, on va détester l'autre parce qu'on va dire « ouais, mais c'est lui qui m'a énervé ». Mais est-ce que tout ça est bien constructif ? Ça rend personne heureux. Eh bien, on va voir comment on peut prendre de la hauteur par rapport à ça. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une pratique qu'on surnomme le sourire intérieur. Vous allez avoir ce même détachement que vous pouvez avoir à l'égard d'un enfant, vous en tant qu'adulte. C'est d'imaginer un enfant qui est en train de jouer à un jeu de Lego, de Playmobil, puis en train de s'énerver. Mais vous, votre dimension d'adulte vous permet d'avoir du recul. Et vous allez avoir de la tendresse. Vous n'allez pas engueuler votre enfant parce qu'il s'énerve. Vous allez avoir de la tendresse. Vous allez lui dire, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ce recul, cette tendresse, cette compassion, ce sourire intérieur. Eh bien, vous allez l'appliquer à vous-même. 2e exercice, la culpabilité, c'est un fléau, c'est un obstacle, c'est un poison qui vous empêche de voir clair, de tirer bénéfice de vos erreurs, qui ça entraîne des angoisses. Et alors là, pour créer de la peur, il n'y a rien de tel que la culpabilité, parce que la peur de se tromper, la peur du qu'en dira-t-on, et toutes ces peurs, c'est la peur de déplaire. Parce que je vois, je vois vos questions qui apparaissent. Et tout ça, c'est un vrai fléau. Donc là, on vous montre comment neutraliser ça. Et on va avancer comme ça, pas à pas. L'acceptation de soi, pour vous aider à reconnaître vos qualités. Vous avez des ressources, vous avez des qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les fameux repères dont je vous parlais au début dans cette conférence. Parce que nos repères sont à l'extérieur et tout l'extérieur change. Donc à un moment, ça s'effondre. Alors que si vous prenez vos repères en vous-même, c'est-à-dire dans vos capacités, dans vos ressources, ça s'effondre pas parce que ces ressources, elles sont toujours là. Elles vont pas disparaître. Par moments, elles sont un peu voilées par vos pensées, par vos émotions, mais on vous montre comment les ancrer. Et on va vous montrer comment être à l'aise avec votre négativité aussi. Il y a un exercice pour vous aider à favoriser la réalisation de vos objectifs. Il y a les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, qui sont des pratiques extraordinairement puissantes si on sait correctement les utiliser. Il y a un exercice pour renforcer la motivation, parce que la motivation, on parlait du moteur qui pousse en avant, mais il faut lui insuffler de l'énergie, il faut lui donner de l'essence, il faut lui donner du gasoil. Eh bien, on va vous montrer comment faire. Et puis, la confiance en soi. Tout un cours sur la confiance en soi, c'est la clé de la réussite d'une vie. Sans confiance en soi, c'est très difficile d'avancer dans l'existence. Donc vous avez besoin de toutes ces clés. L'équanimité des sentiments, c'est un puissant antidote à la culpabilité aussi. Et on termine dans ce 2e niveau sur la véritable nature, une initiation à la véritable nature de l'esprit. Et ça, là, on entre tout doucement dans le 3e niveau, qui là, un autre aspect de la méditation qui est fondamental, c'est que sommes-nous véritablement ? Quelle est notre vraie nature, au-delà des
pensées qui changent, les émotions qui changent. Vous savez, c'est, comment il s'appelle, Jung qui parlait de la persona. Nous, on est enfermé dans des rôles, on est enfermé dans des personnages, on est enfermé dans des croyances, dans des idées, tout ça, et on croit que tout ça nous constitue. Sauf que ça nous enferme, et au bout d'un moment, on sent un petit peu à l'étroit. Et pourtant, notre intuition nous fait sentir quelque chose au-delà de ces pensées, au-delà de ce mental étriqué. Eh bien, ça, c'est la vraie nature de l'esprit. C'est d'imaginer le bleu du ciel et les nuages. Les nuages sont vos pensées, vos émotions, autrement dit votre ego. Et puis le bleu du ciel, c'est ce que vous êtes par nature. De temps en temps, vous avez une percée comme ça, vous vous sentez heureux sans raison. Par exemple, ça, c'est un signe. Vous émanez spontanément de la bienveillance. Vous avez vraiment une bienveillance gratuite, sans attente. Ça, c'est votre nature, votre vraie nature. De temps en temps, vous avez cette percée comme ça au milieu de tout ce bazar. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite lumière comme ça qui apparaît dans votre vie. C'est un peu comme l'étoile du berger. Et la question, c'est de savoir comment on va faire pour justement se stabiliser de plus en plus dans la conscience de sa vraie nature. Ça, c'est tout le 3e niveau. 12 semaines de pratique, 12 semaines d'enseignement d'une richesse absolument extraordinaire. Et c'est vraiment au millimètre, vous allez découvrir des choses sur ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel. Je suis même sûr que des gens qui pratiquent déjà pensent savoir ce que c'est que l'amour inconditionnel. Moi, je suis sûr que quand vous aurez vu ce chapitre, vous allez vous dire, ah oui, effectivement. Parce que j'ai plein de méditants qui viennent dans mes stages. Ils me disent, ah oui, effectivement, j'avais pas vu les choses de cette façon. Il y a une confusion énorme dans la compassion aussi, parce que dans notre culture, on confond l'amour-attachement, toutes ces dimensions affectives, il faut dire qu'on hérite du romantisme, et la compassion, la bienveillance, qui n'ont rien à voir. C'est au contraire une... D'ailleurs, dans le bouddhisme, on parle pas d'émotion quand on parle d'amour. C'est un état. Et c'est un état stable. Donc c'est là où vous allez vous puisez votre force, où vous puisez votre énergie. Et on va vous montrer comment défaire en fait toutes ces constructions mentales les unes après les autres. Ça, c'est pas la déconstruction négative dont on parle, justement, parce que je vois, on dit dans les sectes, on déconstruit, ça n'a strictement rien à voir. Là, il s'agit de voir, c'est un peu comme si vous regardiez les nuages, mais vous les regardez d'un peu plus près. Et vous allez voir, par exemple, si vous entrez dans un nuage, vous n'allez pas trouver de nuage. Pourquoi ? Parce que le nuage, c'est un concept. Et le nuage, c'est un phénomène qui se crée à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas d'identité solide, immuable, stable. Il est en changement perpétuel. Eh bien, vous faites la même chose sur vos pensées. Vous allez voir que, finalement, vous vous laissez impressionner par des choses qui n'ont pas d'identité réelle, qui n'ont pas de substance. Et là, ça devient passionnant. Parce que vous vous dites, mais c'est un peu comme si vous étiez face à un hologramme, mais vous ne savez pas que c'est un hologramme. Et vous avez peur. Mais le jour, je sais pas, on peut imaginer, malencontreusement, vous traversez l'hologramme, et vous dites, mais finalement, c'était qu'un hologramme. Et là, ça change votre perception. Parce que tout problème, la peur, elle vient de nos perceptions, de nos croyances, de nos idées sur nous-mêmes, sur les autres, etc. Et plus on va avancer, et on a plein d'exemples, regardez ces personnes qui vivent au milieu des animaux sauvages. Nous, on considère comme dangereux. Mais ils essaient de démontrer par là que c'est faux, que c'est une vue de l'esprit. C'est qu'au contraire, si on arrive à se libérer de sa peur et d'arriver à comprendre comment fonctionnent ces animaux, c'est cet homme qui descend au milieu des requins pour montrer que les requins ne sont pas dangereux. Et on a plein d'exemples comme ça qui montrent que la peur, c'est une construction mentale. Et plus vous avez conscience de ça, plus vous arrivez à vous en défaire. Donc voilà, je vais vous montrer après, on va reparler de ces cours si vous restez jusqu'à la fin, et on va vous montrer comment l'appliquer et ce que vous pouvez faire. Là, je vais prendre vos questions. Alors, j'ai peur de déplaire et donc d'être rejeté. Quelle stratégie, parce que c'est une tragédie, c'est vrai. Quelle stratégie pour ne pas souffrir de ma blessure de rejet ? Ben voilà, je vais vous donner, ça, ce sont les clés. Ça, ce sont les clés pour vraiment arriver. Plus vous aurez conscience de votre vraie valeur, de ce que vous êtes par nature, eh bien, on peut plus vous manipuler, c'est terminé, vous n'êtes plus vulnérable parce que vous avez conscience de qui vous êtes. Et plus vous allez surtout apprendre à vous aimer, vous devenez autonome. Parce que vous voyez, dans les relations, on dépend de l'autre pour exister, on dépend de son regard. Mais vous vous rendez compte ? L'autre, il peut faire ce qu'il veut de nous. Et ça va pas. C'est pas normal. Alors que si au contraire vous vous aimez déjà,
Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous aime, vous n'avez pas besoin d'être assuré, vous n'avez pas besoin de plaire. Vous êtes, et on vous aime, c'est bien, on vous aime pas, c'est pas de problème. Vous attendez pas à ce que les autres vous aiment ou vous aiment pas. Donc vous êtes libre. Et là, la relation devient intéressante. Parce que vous devenez co-créateur de la relation. Vous n'attendez pas de l'autre qui vous rassure, qu'il réponde à vos attentes, etc. Vous vous choisissez mutuellement parce que vous aspirez à créer ensemble une relation heureuse et constructive. Donc vous co-créez. Ça veut dire quoi? Vous vous préoccupez pas. C'est pas de vous que vous vous préoccupez. Vous vous occupez de nourrir la relation, de lui apporter ce qu'il faut, et vous en êtes le premier bénéficiaire. Et vous êtes deux à faire ça. Alors, il y a des personnes, parce que ça loupe pas, ils disent « Ouais, mais si vous n'êtes pas avec la bonne personne, ben justement, vous savez, c'est un peu comme une partie de tennis. Si vous aimez le tennis, mais que vous ne vous aimez pas suffisamment, eh bien, vous allez être foutu d'inviter quelqu'un qui ne vous aime pas et qui n'aime pas jouer au tennis. Donc, vous imaginez la partie de tennis que vous allez jouer. Mais par contre, si vous vous aimez bien, ben vous allez vous faire un cadeau. Vous allez inviter quelqu'un qui vous aime bien et qui adore jouer au tennis. Et là, vous allez vivre une partie de tennis extraordinaire. C'est ça, toutes nos relations. Donc, quand on a de l'estime de soi, parce que ça commence par soi, si vous voulez rencontrer des gens qui sont en accord avec ce que vous êtes, ben, il faut commencer par vous. Il faut commencer par bien vous aimer, vous respecter. Et là, la pratique, elle est là pour ça. Est-ce que c'est normal qu'on n'a pas peur dans les situations où l'on devrait avoir peur? Par exemple, divorce. Je ne sais pas pourquoi on devrait avoir peur du divorce, de la séparation, de l'échec. Non, c'est bien. Continuez, c'est parfait. Donc, c'est pourquoi vous voulez avoir peur. Alors, attendez de vivre le divorce, peut-être que vous le saurez après, parce que des fois, on occulte ces peurs. Parfois, c'est peut-être pas votre cas, hein, mais parfois, c'est jusqu'à ce que ça nous arrive, et ça, là, on se rend compte qu'on avait refoulé jusque-là, on contrôlait, et puis là, on n'arrive plus à contrôler, on se dit, ah, merde, ça se passe pas si bien que je pensais. J'en ai marre d'avoir peur de tout. Comment faire? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous êtes là depuis le début, vous m'avez entendu, j'ai répondu à cette question. Vous savez, moi, j'étais un jeune, j'avais peur de tout. C'était affreux. Mais je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. La vie, c'est pas ça. Vivre dans la peur. Je sais pas, vous avez certainement vu Au nom de la rose. C'est magnifique, comment il montrait comment on manipule les gens par la peur. Et que un des antidotes, d'ailleurs, à la peur, c'est le rire aussi. Alors, attendez, ça fuse. Que dire ou faire des angoisses ponctuelles sans raison compréhensible? Méditez. La méditation, ça vous aide à... Il y a de temps en temps des choses comme ça qui apparaissent, qui se manifestent. C'est jamais sans raison, hein, ça arrive... voilà, c'est un petit... On dit que... En psychologie, on dit que l'angoisse, c'est un mécanisme de défense qui est là pour nous alerter, pour nous dire que notre vie va peut-être pas dans le sens de nos réelles aspirations. Est-ce qu'on sait vraiment faire la vie à laquelle on aspirait vraiment? Est-ce qu'on s'est suffisamment respecté pour se donner la vie qu'on voulait avoir? J'ai commencé des séances, malgré tout, mes peurs sont toujours présentes. J'ai peur de ne pas y arriver. Ben oui, mais là, encore une fois, c'est... Alors, ça dépend de quelle séance vous parlez, parce que là, je sais pas, mais je pense que si vous écoutez la conférence depuis le début, je pense que ça doit vous interpeller, ça doit vous donner déjà des petites clés. Alors, déjà, la peur de ne pas y arriver. C'est possible que vous n'y arriviez pas, mais à quoi bon avoir peur? Mais au moins, vous aurez appris quelque chose. En fait, derrière, c'est la peur de l'échec. Mais l'échec, c'est... Je vais vous raconter une histoire. J'avais un sportif de haut niveau qui est venu me voir, qui a demandé une consultation, et donc qui vient me voir. Alors, c'était une baraque qui me dépassait... pourtant, je suis à 1m80, mais il me dépassait d'au moins 2 têtes. Il était assez impressionnant, il était baraqué, et il était sportif de haut niveau. Et il me raconte son histoire et il me dit, je passe sans arrêt par des hauts, des bas, un coup je réussis, un coup j'échoue, etc. Il dit, c'est épouvantable. Et il me dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je lui dis oui. Le plus simple, c'est que vous appreniez, c'est que vous acceptez d'échouer. C'était très drôle parce que ça l'a énervé. Il s'est mis debout, je croyais qu'il allait me casser la figure. Et puis il me répond comme ça. Bon, si c'était pour m'entendre dire des choses pareilles, c'était pas la peine. Et puis je lui dis, calmez-vous, je lui dis, je vais vous expliquer pourquoi. Et je lui explique. Donc je lui dis, le problème, c'est que toute votre énergie est investie dans le contrôle de la peur de l'échec. Et la preuve, c'est que vous n'envisagez pas l'échec. Pour vous, c'est insupportable, l'échec. Pourtant, ça peut arriver. Vous savez très bien.
Et la preuve, c'est que vous en avez vécu, mais vous ne le supportez pas. C'est ce qui m'a fait dire que vous n'acceptez pas l'échec. Donc lui, il m'avait déjà donné la réponse. Et je lui dis, si vous acceptez l'échec d'avance, c'est comme les personnes que je préparais aux examens. Je leur disais, mais pensez, qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Et maintenant, on va penser quelle réponse on va donner. Et je lui dis, et j'ai fait la même chose avec lui. Je lui ai dit, si vous acceptez d'échouer, vous serez détendu. Vous ne craindrez plus l'échec parce que vous dites, c'est une possibilité, mais votre énergie va t'investir dans le processus qui peut vous mener à la réussite. Et là, j'ai vu son regard un peu s'illuminer. Il a suivi les cours, il a pratiqué avec moi, à tel point, il a eu tel résultat que c'était à l'époque le Racing de Strasbourg qui voulait que j'accompagne d'autres personnes. Donc j'ai refusé parce que bon, ça m'intéressait pas. Donc vous voyez, c'est vraiment la position, le regard que vous avez sur les choses. Donc, et là, la pratique peut vraiment vous aider. Quand on est pris dans une forte angoisse, on fait quoi au moment même ? Alors, quand ça arrive, là, respirez. Respirez parce que vous êtes, il y a plus d'air qui arrive au cerveau. Là, il faut respirer. Là, respirez profondément et calmement. Mais par contre, si vous avez des fortes angoisses, là, je vous enjoins vraiment à entreprendre une démarche parce que ça, c'est juste temporaire. C'est juste un petit truc comme ça que vous pouvez utiliser, mais ça va revenir. Parce que tant que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous aurez toujours des angoisses. Est-il possible d'avoir du pouvoir sur ses pensées qui engendrent des émotions de peur ? En fait, non, c'est même mieux que ça. C'est que, en fait, vous vous libérez, vous, du pouvoir que vous leur donnez. Une fois que vous avez conscience de leur vraie nature, de la vraie nature de vos pensées, elles ne peuvent plus vous manipuler, c'est fini. Donc vous n'avez pas besoin de les contrôler. C'est comme si vous contrôlez par un nuage. Bonsoir, je suis hypocondriaque. Votre pratique est-elle bonne ? Je ne sais pas si elle est bonne. Si elle peut vous aider, peut-être. Je crois que le mieux pour le savoir, c'est de l'essayer. D'ailleurs, vous allez voir à la fin, on va vous proposer d'essayer. Donc, voyez si ça vous parle. Si vous sentez que ça peut vous être salutaire, faites-le. Moi, j'oblige personne. Hein. J'ai pas envie que les gens suivent mes cours si ça, parce qu'ils se sentent forcés ou parce que je sais pas, j'aurais fait croire au miracle. Moi, je suis pas là pour vous faire croire au miracle. Je vous partage mon expérience de la méditation depuis 50 ans et puis depuis 35 ans que je l'enseigne. Je vois, vous pouvez voir, il y a énormément de témoignages sur le site. Je suis pas là pour vous raconter des histoires. Moi, j'aime bien, je sais pas, je suis quelqu'un d'honnête et j'aime pas qu'on raconte des histoires aux gens. Je vois tellement d'auteurs qui font croire des choses aux autres. Je pense que le mieux, c'est, encore une fois, ma réponse, c'est essayer et voyez ce que ça donne. Et après, il convient de pratiquer parce que je vois des personnes, ça fait une semaine qu'elles pratiquent, ils me disent mais j'ai toujours pas de résultat. Mais attendez, ça fait juste une semaine que vous pratiquez. Comment ça fait combien de temps que vous avez eu vos angoisses ? Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça ? Surtout, j'ai des personnes qui arrivent, elles ont 50, 60, voire plus, et elles ont rien pratiqué de leur vie et elles voudraient que d'un seul coup tout disparaisse. Mais ça, c'est pas possible. Ce sont des habitudes qui sont tellement ancrées qu'il va falloir un petit peu de temps. Il y a une amélioration qui peut se produire, même significative, parce que moi j'ai vu, vous savez, dans le dernier stage où on a participé, on a une amie, elle est devenue une amie, elle a 80 ans, mais elle est extraordinaire quand on voit comment elle change, elle pratique, elle suit les cours, elle vient régulièrement en stage, mais c'est une personne fantastique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge pour être heureux d'ailleurs. Donc, alors, quand on a peur de se tromper dans nos choix, est-ce que c'est le mental ou le cœur qui parle ? À votre avis, je crois que la réponse est facile à dire. Si vous avez peur de vous tromper, ça peut pas venir du cœur. C'est un sage qui disait « la tête doute, le cœur sait ». Comment l'avoir constamment, cette petite lumière en nous ? La pratique. La pratique. C'est vraiment la pratique qui vous aide à stabiliser ça, qui vous aide à stabiliser votre conscience dans votre vraie nature. Alors ça demande du temps parce que les gens croient que et c'est un peu inquiétant dans une culture parce que c'était un auteur qui disait depuis l'ère de l'ordinateur la patience ça dure 1 minute. Les gens sont devenus d'une impatience, c'est absolument extraordinaire. On veut plus attendre. Et ils pensent que dans la pratique, ça y est, ils vont faire une séance et ils vont se débarrasser de leurs mots. Si vous comprenez, en fait, je vais faire un peu de la science de comptoir, mais bon, c'est pour aider à la compréhension. Vous avez certainement entendu parler de la plasticité du cerveau. On sait aujourd'hui, maintenant, que des zones sont activées et que des connexions neuronales se produisent, par exemple, dans un apprentissage.
vous apprenez le piano, vous allez pratiquer le piano, la première séance va être un peu difficile, il y a plein de choses à penser. La deuxième séance, c'est comme si votre cerveau avait déjà enregistré quelque chose. En fait, ce sont les connexions neuronales qui se sont produites, qui fait que la deuxième séance, il y a déjà un petit chouïa. C'est sensible, c'est à peine perceptible, mais quelque chose. Deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et vous commencez à développer une habileté. Et ça, c'est grâce à l'encodage qui se produit au niveau de votre cerveau. Il y a toutes ces connexions neuronales qui se mettent en place. Eh bien, vos émotions, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est devenu une habitude au fil du temps. Depuis votre jeunesse, pour toutes sortes de raisons, vous avez développé une tendance à la colère, une tendance à la jalousie, etc. Les circonstances ont fait que vous êtes retrouvés. Ce sont des habitudes. Et on voit, il y a des zones qui s'activent. Maintenant, on sait les mesurer. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez non pas désapprendre, c'est pas la question. C'est d'imaginer, c'est comme si, toutes ces émotions négatives, c'est un chemin que vous avez suivi, et la pratique va vous poser un autre chemin. Ce qui fait que vous allez petit à petit abandonner. Alors vous allez y retourner parce que on y est très attaché, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais vous faites exister autre chose. Et les bouddhistes disent ce sont comme des empreintes qui sont laissées sur la conscience. Toutes ces habitudes mentales se sentent comme des empreintes qui sont laissées sur la conscience. Et on va créer autre chose. Et on va abandonner ça. On va abandonner ce chemin petit à petit. Mais ça prend du temps. Donc vous imaginez bien, ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Alors peut-être qu'il y a des pratiques. On m'a parlé de pratiques, je ne sais même plus en tête. On dit la personne elle fait une séance ou deux, et puis il y a des choses qui ont disparu. Mais je peux vous assurer, la plupart du temps, elles reviennent peu de temps après. J'ai eu plein de gens qui sont venus dans mes stages, je dis ouais, moi j'ai fait ça, j'avais eu plus de peur, etc. Puis je les vois revenir dans les stages des années après en disant bon, alors mais parce que c'est pas ancré. C'est pas ancré. Donc, et surtout, vous n'avez pas. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ces pratiques, elles sont bénéfiques. Moi, je ne remets pas du tout en question. Elles sont très bénéfiques. Mais ça ne va pas éveiller votre attention, ça ne va pas éveiller votre intelligence, je parle de l'intelligence, de la sagesse éveillée, ça va pas éveiller votre capacité à aimer, à aimer les autres aussi, parce que ça participe à votre bonheur, à éveiller l'amour, etc. Et puis toutes vos richesses aussi, ça vous donne pas ces clés. Donc là, c'est important, il n'y a que la pratique qui peut vraiment vous aider. Alors, comment gérer vos émotions lorsqu'on a du mal Comment gérer nos émotions lorsqu'on a du mal à les gérer? Et comment faire pour ne pas ressentir les émotions des autres lorsque l'on est une éponge. Là, c'est pareil, la pratique. J'ai répondu pendant cette conférence. C'est vraiment la pratique va vraiment vous aider à ne plus être identifié à toutes ces émotions, parce que en fait, il ne faut pas gérer ces émotions. Sinon, vous avez l'impression d'être tout le temps dans le contrôle. C'est vraiment d'abord vous apaiser. Parce que être une éponge, c'est ce qu'on appelle les hypersensibles. En fait, vous souffrez de ce qu'on appelle la détresse empathique. Et trop. Donc il faut pouvoir rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire les souffrances des autres, ça leur appartient. Que vous les perceviez, c'est une chose qui est très positive. Vous êtes insensible, vous êtes sensible, c'est une sensibilité naturelle. Mais quand vous prenez les émotions des autres, là, vous êtes dans l'hypersensibilité. Et là, vous souffrez avec les autres. Donc, vous êtes deux à souffrir, ou plusieurs, parce que quand ça est en groupe, vous êtes plusieurs. Donc, c'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui est dans les sables mouvants, vous descendez avec lui, et vous êtes deux, vous noyez. Donc, alors que si vous restez sur la berge, vous restez là où vous êtes, et vous lui tendez une branche pour qu'il sorte. Mais il y en a, ils veulent pas. Ils veulent vous entraîner dans les sables mouvants avec eux. Qu'en est-il de la rumination mentale à cause des pensées intrusives? Que faire? Là, c'est pareil. Ça, c'est déjà le premier niveau, la stabilité qui vous aide à prendre de la hauteur par rapport aux pensées. La nuit, quand je suis envahi par mes pensées, seule la respiration m'apaise. Oui, très bien. Là, je viens de toutes les décrire. Alors, peut-être que vous êtes arrivé à la fin de la conférence. Si vous êtes venu au début de la conférence, vous avez vu, je vous ai donné toutes ces clés. Je me sens d'insécurité constamment, peur de tomber dans les pommes ou de me trouver à l'hôpital. Comment me libérer? Là, c'est pareil. J'ai donné la réponse dans la conférence. Pratiquez, pratiquez. Là, vraiment, la pratique va vous aider à stabiliser tout ça. La dépersonnalisation est-elle un effet d'une peur à long terme? Je sais, ça dépend de ce que vous mettez derrière dépersonnalisation. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais pour me libérer de la peur? Comment effacer le souvenir de la peur? C'est pas... ça se passe pas comme ça.
c'est que vous allez prendre, en prenant de la hauteur par rapport à vos émotions, par rapport à vos pensées, eh bien, c'est là où elles vont commencer à s'éloigner de vous. Ça me rappelle, j'oublierai jamais cette scène. Il y a une personne qui venait dans mes cours, et puis ça faisait, je crois qu'on était arrivé au 3e degré, 3e niveau de la démarche, et puis elle m'a dit, mais c'est bizarre, j'ai découvert que je n'avais plus d'angoisse. Et elle me dit, ce matin, je l'ai cherché parce que ça me faisait bizarre de ne plus en avoir. En fait, elle n'a jamais eu besoin de, comme certains le font, de travailler sur ses peurs. En fait, elle a surtout investi, pratiqué l'attention, elle a créé ce nouveau chemin finalement, elle a abandonné ses angoisses. J'ai envie de faire quelque chose pour différentes raisons agréables, mais les crises d'angoisse, de panique apparaissent, je ne le comprends pas. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ça, c'est l'angoisse. L'angoisse dit, vous ne vous donnez pas la vie à laquelle vous aspirez vraiment. Et il y a un moment, c'est pas l'angoisse. L'angoisse est là. L'angoisse est une amie. Elle est là pour vous alerter d'un danger. Derrière, il y a une peur. C'est la peur de regarder vraiment en face ce que vous craignez tant et d'y faire face. Et le jour où c'est fait, c'est terminé. Comment faire pour comprendre nos angoisses lorsqu'on ne sait pas? C'est pas indispensable, c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de comprendre d'où elles viennent. Je pense que la pratique va vous donner cette hauteur de vue, et peut-être que vous comprendrez d'où viennent vos angoisses. Mais c'est surtout l'essentiel, c'est qu'elles disparaissent. C'est pas si vous passez votre temps à comprendre pourquoi. C'est comme si vous dites pourquoi je suis blessé, et puis vous vous soignez pas. Ça sert à rien. Comment contourner la peur face à la maladie et ses conséquences? Même chose, j'ai déjà répondu. C'est vraiment pareil. Et plus vous allez prendre soin de vous, moins vous craindrez la maladie parce que vous savez que vous prenez soin de vous et que vous faites en sorte... Il faut comprendre la santé, la bonne santé, ce qu'on appelle la bonne santé. En fait, c'est comme... Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Quand je vous parlais, par exemple, des nuages. Un nuage, qu'est-ce que c'est? Un nuage, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui résulte d'un grand nombre de causes et de conditions qui se réunissent et qui font apparaître ce phénomène qu'on appelle nuage. Eh bien, la maladie, c'est pareil. C'est la maladie, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles on a participé ou indirectement directement ou indirectement, par nos choses alimentaires, par le stress, par toutes sortes de choses qui ont grévé notre santé. Si vous prenez soin de votre santé, ça ne vous garantit pas à 100% que vous n'allez pas tomber malade, mais en tout cas, vous réduisez considérablement les risques de tomber malade. C'est ce qu'on appelle la prévention. Donc faire un petit peu d'exercice, manger sainement, équilibré, prendre des compléments alimentaires pour se supplémenter, pour ne pas avoir de carences, se reposer, pratiquer la méditation, tout ça va participer et qui va faire que, eh bien, parce que, en fait, tant que vous êtes dans la crainte de tomber malade et que vous ne faites rien pour que ça n'arrive pas, bah forcément vous angoissez. Dans mon milieu professionnel, je suis très prudent envers mes collègues et parfois je me demande si ce n'est pas de la peur. Est-ce qu'il y a une différence entre la prudence et la peur? Non. Alors ça dépend ce qu'on met derrière la prudence. Je dirais être attentif parce que je sais moi-même, je sais que une personne... elle peut être aux prises avec ses émotions, avec ses tendances personnelles. On ne sait pas trop ce qui se cache chez certaines personnes. Et donc, et la confiance, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Donc, on peut être très vigilant parce qu'il y a aussi l'intuition qui participe, qui se dit, il nous montre peut-être pas tout, cette personne. Vous êtes à l'aise avec une personne qui est très transparente. Il y a des gens comme ça, vous allez certainement rencontrer, ils sont très transparents et vous vous sentez très à l'aise. Mais il y a des personnes où vous sentez, bon, c'est pas, les choses sont pas si claires que ça. Peut-on avoir peur sans savoir la cause? Oui. Les postures ont-elles une influence lors de la méditation? Les postures ont-elles une influence? Les postures physiques, postures mentales, ça a une influence tout à fait relative. Alors je sais que là, il y a beaucoup d'écoles. J'ai étudié beaucoup de courants sur les Upanishads, qui accordent peu d'importance d'ailleurs à la position. Les Upanishads, les Jains, un peu toutes les pratiques, le bouddhisme, etc. Le bouddhisme accorde de l'importance sur la pratique, sur la position. Mais je constate que, et à un moment, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit quoi. Et je pense que la meilleure pratique, c'est celle, comme disait Dalai Lama, la bonne pratique, c'est celle qui marche.
Je pense que si vous trouvez la pratique qui vous convient, c'est pour ça que j'accorde moins d'importance. Alors, il y a un minimum, parce que si vous êtes assis complètement abachi, je pense que je suis pas sûr que ça va refléter ce que vous voulez réaliser. Si vous êtes assis, vous avez le dos droit, vous êtes à l'aise, même si vous êtes sur une chaise ou un fauteuil, ça va très bien. Il y a des pratiques qui se font allongées. Nous, par exemple, dans la démarche, on commence à allonger. Parce que j'ai constaté que les Occidentaux, quand ils se mettent assis en méditation, ils ont tendance à se figer. Et il y a plus cette souplesse. Et je pense que la meilleure façon, c'est déjà d'être bien à l'écoute de soi. Alors, présent pour les autres, oui, mais comment se protéger et se respecter, présent pour les autres, qui vous pompent votre énergie. En réalité, les autres ne vous pompent pas votre énergie. C'est parce que vous vous identifiez à leurs émotions. Et c'est ça qui vous fatigue. Ça, oui, tu peux m'en donner quelques-unes. Je réponds à Loïc, puisqu'il est en train de me demander si on va en prendre encore 2-3. Et encore une fois, les autres ne peuvent pas vous respecter si vous ne vous respectez pas. Je vais vous raconter une histoire. Vrai. Une amie vient me voir, j'étais à mon cabinet, et puis ça faisait plus d'1 an qu'elle briquait un poste de responsabilité, elle était psychologue, et puis elle me dit mes supérieurs me font pas confiance, ils m'accordent pas ce poste de responsabilité, je comprends pas. Et je lui dis mais c'est normal. Et puis bon, là elle s'est un peu fâchée, elle dit mais comment ça, t'es avec eux? Mais je lui dis non, pas du tout. Mais je lui dis c'est comme si tu te promenais avec un panneau au-dessus de ta tête, sur lequel était écrit ne me faites pas confiance, puisque moi-même, je suis la première personne à ne pas me faire confiance. Je dis, comment les autres peuvent te faire confiance si toi, tu ne te fais pas confiance? À un moment, bon, elle m'a même un peu fait remarquer qu'elle se faisait confiance. Je lui dis, non, tu confonds la confiance et l'arrogance ou l'orgueil. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est une confiance mue par l'orgueil? Mais la confiance, c'est une confiance posée, calme, où tu as conscience de tes capacités. Et j'ai vu son regard s'illuminer. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Et puis elle a repris, parce qu'elle avait un peu délaissé les cours, elle a repris les cours, elle a pratiqué. Et puis quelques mois après, elle me dit « Bruno, j'ai eu mon poste de responsabilité. » Il n'y a pas de secret. En fait, sans le savoir, très inconsciemment, vous donnez des indications aux autres comment être avec vous. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui se respecte, il impose le respect. Et vous sentez, ça ne marche pas. Faut-il travailler sur nos racines car nous sommes formatés par la peur des parents et par leur éducation? Non, ça c'est faux. Vos parents, ils vous ont transmis en fonction de leur niveau de conscience, parce qu'à ce moment-là, il va falloir aller chercher chez les grands-parents, les ancêtres, etc. Alors je sais, il y a une science qui s'appelle, je ne sais plus, d'ailleurs je ne l'ai plus en tête, la généalogie, voilà. Et vous n'avez jamais fini, c'est pas nécessaire. C'est maintenant que vous devez faire ce qu'il faut pour vous libérer de la peur. C'est-à-dire, c'est comment vous positionnez par rapport à la peur. Allez voir les parents, les éducateurs. C'était d'ailleurs Arnaud Desjardins qui disait, maintenant qu'on s'est occupé du passé, on va voir si on a encore assez de temps pour vivre le présent. Donc ça en dit long. J'étais heureux enfant, pas peur, je pouvais hurler, jouer, être moi. Bah oui, bien sûr, mais on a tous été un peu coincés dans ce système parce que vos parents ont vécu la même chose que vous finalement. Ils n'ont fait que transmettre à vous, et vous allez transmettre vos peurs aussi, c'est inévitable si vous vous en libérez pas. J'ai peur de regarder les autres, c'est insupportable. Alors aimez-vous, et vous ne serez plus dépendant du regard des autres. Bruno, comment ne pas s'angoisser quand on a eu un cancer et peur de la récidive, j'arrive pas à méditer, j'ai toujours mon mental qui route. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai pas le prénom. Prenez, là c'est pareil. C'est toujours d'avoir à la conscience que tous les phénomènes sont un aboutissement. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Vous savez, la notion de résultat. Résultat, ça veut dire résulte de. Pierrette. Eh bien, le cancer, toutes les maladies sont le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. Et je pense qu'aucun médecin ne dira le contraire. Et il y a beaucoup de facteurs. On parle des facteurs génétiques. Mais génétique aussi, ça veut dire que ça ne peut pas être changé. Et c'est faux. On l'a démontré. Il y a des facteurs alimentaires, il y a des facteurs... il y a toutes sortes de facteurs. Si vous créez les causes et les conditions de la bonne santé, vous réduisez considérablement le risque d'une récidive. Je ne peux pas vous le garantir, ça serait vous mentir, mais
vous réduisez. Et ça, je pense que c'est important. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. Au contraire, appuyez-vous sur cette peur pour vous dire, ah non, on va pas remettre ça. Donc maintenant, j'ai changé ma vie. Je vais faire un peu d'exercice. Pas trop non plus, il ne s'agit pas de s'épuiser. Je vais prendre le temps de me reposer. Je vais faire attention à ma façon de nourrir. Je vais me supplémenter aussi pour faire en sorte que le terrain ne soit plus favorable à la maladie. Et là, vous allez faire beaucoup. Voilà. Bonsoir. Comment trouver son chemin de vie? En vous aimant. L'amour, c'est un repère extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, on va parler des cours. J'ai répondu à vos questions. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de mes réponses, mais j'en ai pas d'autres. D'ailleurs, que je charrie parfois les gens quand il y a des personnes qui sont pas contentes de mes réponses, mais je lui dis, si vous aviez déjà une réponse, il fallait me l'écrire, puis je vous aurais donné la réponse. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre la réponse. Parce que c'est vrai que ça nous invite à nous dire, mais au final, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ma vie en main. Et moi, je m'adresse qu'à des gens qui ont envie de prendre leur vie en main. Moi, j'espère que vous êtes venus à cette conférence pas juste par curiosité, mais parce que vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie de réunir ces causes et ces conditions de votre bonheur, de votre bien-être, de cette vie heureuse à laquelle vous aspirez. Moi, je l'ai fait, j'ai fait ce chemin, je me suis pris en main. J'ai arrêté d'attendre que ça vienne des autres, parce que si vous attendez des autres, vous n'allez pas finir, on va attendre longtemps. C'est comme dans une culture, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'amour, mais personne n'en met, donc ça n'arrivera jamais. Donc, si vous commencez à prendre, vous vous dites maintenant, je prends ma vie en main. Voilà, je prends soin de moi. Et aussi, vous allez apprendre à prendre soin des autres, mais sans vous sacrifier, sans porter leur souffrance. Ça, c'est très important. Donc là, si je m'adresse aux bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main, alors je pense que ce qui suit va vous intéresser. Je vous ai décrit, ceux qui sont arrivés à la fin, vous réécouterez le replay. Je vous ai décrit ces 3 niveaux, ce que ça peut vous apporter. On va même vous faire essayer tout de suite après l'exercice, tout de suite après la conférence, pardon. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. Imaginons vous êtes intéressé. Eh bien, vous pouvez commencer dès ce soir. Vous avez envie de commencer. Imaginons, vous avez commandé le cours. Eh bien, ça va commencer ce soir. Ou demain, si vous commandez demain. Vous allez recevoir par leçon. Vous recevez d'abord une leçon par semaine. Et c'est fait en sorte que vous ne puissiez pas tricher. La leçon ne se déclenche pas, la leçon suivante ne se déclenche pas avant une semaine. On a même fait mieux que ça dans cette nouvelle formule de cours, c'est que tant que vous n'avez pas écouté le premier enregistrement, le premier MP3, tant que vous n'êtes pas allé au bout, vous ne pouvez pas écouter le suivant. Ça, c'est pour être sûr que vous allez acquérir vraiment toutes les connaissances qui vous sont données. Ça, c'est vraiment très important parce que dans le zen, vous savez, on dit que l'enseignement et la pratique sont comme les 2 ailes d'un oiseau. L'enseignement sans la pratique, ça ne marche pas. Donc, vous en avez besoin. Donc, vous allez recevoir, alors, vous allez même dès le premier niveau, vous avez 5 CD de préparation à la démarche. Vous allez voir, c'est très complet, c'est très riche, c'est passionnant. En fait, c'est pas un cours rébarbatif que vous allez trouver. C'est un cours qui est vraiment passionnant. Vous n'allez pas arrêter d'apprendre. Chaque fois, vous allez découvrir, vous allez aller de découverte en découverte. Ça va être tout le temps. On a des personnes qui disaient, mais attends, on avait des personnes au début qui disaient, mais vous vous rendez compte, 31 clés, à raison d'une par semaine, ça fait 9 mois. Mais les gens nous disent, mais quand ils arrivent au bout des 9 mois, ils se disent, mais c'est déjà fini. Ils ont trouvé ça tellement riche, tellement passionnant qu'ils se disaient, mais moi, et ils recommencent. Et ils recommencent depuis le début parce qu'ils se disent, en fait, j'apprends de nouvelles choses. J'ai l'impression de refaire le cours pour la première fois. Donc, c'est quand je vous disais le plaisir. Pour nous, le plaisir, c'est très important parce que dans le plaisir, vous êtes ouvert. Il y a cette curiosité. Vous savez, c'est cette curiosité de l'enfant qui a tout le temps envie d'apprendre. Après, malheureusement, on le brime. Mais c'est dommage parce que l'enfant, naturellement, il a envie d'apprendre. La plupart des personnes arrivées à un certain âge, ils sont blasés, ils veulent plus, ils ont l'impression ou alors avec Internet, ils ont l'impression qu'ils savent tout sur tout, et ils sont plus capables d'apprendre quoi que ce soit. Ils ne sont plus, comme disait Trudeau, ils ne sont plus enseignables. Je parle pas du président canadien, ça n'a rien à voir. Ils ne sont plus enseignables. Et ça, c'est très important, c'est d'avoir, dans le zen, on parle de l'esprit du débutant, de se considérer toujours comme un débutant. Et là, vous apprenez tout le temps. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et donc, dans chaque leçon, vous avez une présentation écrite, une présentation audio, important de l'écouter,
c'est tout aussi riche que la pratique, et la pratique ensuite elle-même. La pratique, ça va vous prendre à peu près, comme je l'ai dit, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Si vous pouvez plus, c'est-à-dire, alors le mieux, c'est pas de faire 1 heure, le mieux c'est de faire, si vous faites 2 fois un quart d'heure, 2 fois 20 minutes, c'est mieux. Mais si vous pouvez déjà au moins une fois, c'est déjà pas mal. Recommandation, faites-le pas trop tard le soir, parce que souvent la plupart des gens ils piquent du nez, ils s'endorment et ils se rappellent même plus ce qu'ils ont fait. Donc vous pratiquez, entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez, on va un petit peu plus loin, deuxième leçon, et ainsi de suite, d'étape en étape, comme ça, jusqu'au bout. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que ces connaissances, ces pratiques, vous les aurez pour toute votre vie. Elles seront intégrées et vous apprendrez à les intégrer encore plus et encore plus, parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez les intégrer, vous allez les faire vôtres, et c'est ça le but. Et là, vous serez autonome, vous ne dépendrez plus de personne. Vous ne dépendrez pas de moi, parce que ça, c'est pas le but. Moi, j'ai pas envie que les gens dépendent de moi. Je suis pas un gourou. Ça m'intéresse pas. Les gourous, ils ont besoin d'une cohorte autour d'eux, ils ont plein de gens. Je suis très bien chez moi, avec ma femme, et puis mes amis, ça me suffit, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, et vous allez faire pareil, vous allez créer votre univers. Et c'est ça qui est le plus important. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que vous soyez autonome, que vous soyez capable de créer votre bonheur. Donc, de semaine en semaine, comme ça, vous avancez avec les cours. Et vous avez 2 façons de les recevoir. La première, c'est que vous l'avez sur votre espace client. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous avez une plateforme qui est magnifique, sur laquelle vous allez retrouver l'équivalent de l'appli dont je vais vous parler tout de suite après. Mais vous avez déjà cette première formule, et on vous offre, vous l'avez bien entendu, on vous offre une appli. Elle est gratuite. Chez nous, on ne la paye pas. C'est offert. Et Loïc va vous la montrer en image. Alors regardez, dans la 3e colonne, là vous avez vos cours. Vous avez la présentation écrite, la présentation audio, etc. Et vous avez, en plus, gratuitement, en complément, vous avez les méditations collectives auxquelles vous pouvez participer le dimanche, vous avez les balades de Bruno, vous avez le mot du jour, vous avez les extraits de stages et tout ça, auxquels, comme ça, vous avez l'impression d'y être. Et tout ça, c'est pour vous aider, parce qu'on veut vous donner le maximum d'éléments, de moyens, pour que vous puissiez intégrer en profondeur ces connaissances. Et il faut savoir que notre activité, c'est 60% de gratuit. Les cours sont là, et quand vous allez voir les tarifs qu'on vous demande, vous allez juste tomber sur les fesses. Donc nous, notre but, c'est pas l'enrichissement personnel, c'est vraiment que vous ayez des clés. Moi, je fais ça depuis 35 ans, et croyez-moi, si ça avait été pour l'argent, je vis dans une maison, c'est tout à fait modeste, c'est tout à fait, j'ai une vieille voiture qui a plus de 15 ans, parce que ça m'intéresse pas, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Enfin, surtout de leur donner les clés de leur bonheur, de le créer eux-mêmes. Voilà, on enlève l'image. Voilà, alors justement, on a parlé du prix. Combien ça coûte? Vous êtes prêts? 11,30 € la leçon. Donc vous voyez, c'est rien du tout. Il y a une personne qui m'a dit, mais moi je prends des cours d'anglais, c'est 40 balles la leçon. Moi, au bout de 10 leçons, j'en avais pour 400 balles. 11,30 € la leçon. Ça veut dire que 9 mois de formation, essayez de me trouver, 9 mois de formation pour 349 €, que vous pouvez en payer en plusieurs fois, 3, 4 fois si vous voulez. Donc vous voyez, c'est offert. Quand vous allez voir, vous allez en cabinet, ça vous coûte aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en est même plus, avant on arrivait encore à trouver des gens à 40 €, mais maintenant on est plutôt dans les 60 € la séance. C'est entre 50 et 150 € la séance. Là, vous faites 10 séances tout de suite. Là, vous avez 31 séances, 31 leçons, 31 clés qui vous sont données dans la démarche, pour seulement 11 € par leçon. Donc voilà, et vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc voilà. Après, ça vous décidez. Si vous trouvez que c'est trop cher, là, franchement, je peux rien faire pour vous, mais je me dis, c'est quand même extraordinaire, parce que les gens qui viennent me voir, ils ont acheté un ordinateur et ils trouvent pas ça cher. Mais ils trouvent les cours chers. Donc là, franchement, c'est cadeau. Et il faut savoir aussi, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, mais on est une association humanitaire, donc on a des projets, ça nous aide aussi. Donc en même temps, voilà, c'est tout bénéfice pour tout le monde. On vous apporte de la matière pour réaliser votre bonheur. Alors, on va vous laisser maintenant. J'ai peut-être oublié quelque chose, Loïc. Ah oui, désolé, mais on n'a pas fini, les cadeaux.
Nous, c'est le Black Friday avant l'heure. Mais en fait, regardez, si vous commandez, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, les 11,29 €, il y a quand même une petite... c'est pendant 24 heures. Pourquoi 24 heures? On le fait exprès, c'est volontaire, parce que nous, on ne veut pas prendre trop de monde. Parce que nous, il faut quand même qu'on puisse... on vous accompagne, j'ai oublié ça, on va vous le redire après, on vous accompagne, vous n'êtes pas tout seul. Mais si vous commandez sous 24 heures, regardez ce que vous recevez en plus. Non seulement vous allez payer que 11,29 € la leçon au lieu de 30, alors vous êtes libre, hein, vous pouvez dire, moi j'achète plus tard, je peux d'accord pour payer 31 €, ça reste très raisonnable. Hein. Mais bon, si vous pouvez les avoir à 11,29 €, c'est quand même mieux. Si vous commandez dans les 24 heures, vous allez recevoir 5 jours de stage en vidéo. Imaginez, c'est cadeau. Ça vaut normalement 150 €. C'est une sorte de pack vidéo avec des enseignements, des pratiques en complément. Vous allez avoir un atelier vidéo sur la confiance en soi avec 9 vidéos. C'est très riche, c'est très complet. C'est un atelier que j'ai fait à Paris il y a déjà quelques années. Jusqu'à maintenant, on le vendait. Ben là, on vous l'offre. C'est pareil, c'est à peu près le même tarif. Le CD du mois, c'est pareil. Le CD du mois, en fait, ce sont des MP3 que vous recevez tous les mois. Ce sont des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires qui vont compléter aussi très avantageusement vos cours. Vous n'allez pas arrêter de vous enrichir. Pour les commander, vous vous rendez sur coursbruno.fr. Vous avez toutes les formules de paiement, virement, chèque, CB, en plusieurs fois, en une fois. Enfin, vous avez à peu près tout. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, alors on va revenir, si tu peux bien enlever l'image, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous ne serez pas seul. On est là pour vous accompagner. C'est pas juste un cours que vous allez vous débrouiller tout seul. On est là pour vous aider. Moi, je suis là. Nathalie est là. Loïc est là. Fabienne est là. On est là pour vous aider. Mais mieux, on a créé un groupe de soutien auquel vous pourrez participer. Vous pourrez vous inscrire. Il est sur Facebook. Il y a une communauté de 4000 personnes aujourd'hui. Les anciens viennent en soutien aux nouveaux. Ils les accueillent, ils les accompagnent, ils les aident, ils les soutiennent. Nous, on intervient. Nathalie intervient, Loïc intervient, moi j'interviens de temps en temps par vidéo interposée pour répondre à vos questions. Et donc, vous n'êtes pas seul. Et on répondra toujours, même dans 10 ans, vous revenez, vous avez envie de refaire les cours, de les reprendre depuis le début, vous ne repayez rien et vous bénéficiez toujours du même accompagnement. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Voilà, parce que nous, on a envie de vraiment que vous ayez des clés pour vous. Voilà, on va vous laisser avec un ami, le docteur Cyril Asif Thomas, psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux français. Donc vous voyez, c'est du sérieux. Et qui va vous parler, il est venu en stage, il suit les cours, eh bien, il va vous en parler. C'est pour vous montrer que c'est sérieux. Et si vous avez envie de commander, eh bien, vous rendez sur coursbruno.fr. Voilà. On se retrouvera peut-être dans les cours, dans un stage, qui sait. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et tous mes vœux de bonheur. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire. Et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.